beaucoup de gens parlent de l'addiction au téléphone portable. C'est quelque chose qu'on entend comme une espèce de plainte qui revient dès qu'on parle de l'utilisation quotidienne des portables. Trop de sollicitations, trop d'appels, trop de SMS. Et donc, les gens se plaignent finalement de cette interpellation continue. Et à la fois, ils disent qu'ils sont incapables de prendre de la distance, incapables de mettre sur off, incapables de partir, de sortir dans la rue sans leur téléphone portable. Donc il y a une espèce de tension, et c'est dans l'expression de cette tension que le mot addiction vient très souvent dans les conversations. Je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas m'en passer. Ce qui n'est pas étonnant, dans la mesure où, si vous réfléchissez un petit peu sur les portables, sur son évolution des 20 dernières années, de plus en plus de nos contacts, de plus en plus de nos relations passent par cet outil. Donc on a l'impression d'être addict à ces outils. En fait, tout simplement, je crois que l'utilisation fréquente de ces outils n'est qu'à la mesure de notre besoin d'avoir des relations dans ce monde. Sauf des cas rares, associés, pour aller très rapidement, au burn-out. Burn-out qui est une espèce d'émission, c'est les dernières cartouches de l'individu lorsqu'il est confronté à une espèce de harcèlement où on lui demande trop. Le burn-out, c'est ça, c'est le constat par l'individu de la distance entre ce qui lui est demandé et les ressources dont il dispose, ou le sentiment des ressources dont il dispose, ce qui est encore autre chose, cognitif, culturel, économique, tout ce que vous voulez. Et la distance est trop importante et l'individu vacille. Et il vacille d'autant plus que ce qu'on lui demande, à un moment donné, apparaît insensé. À part ces cas où, effectivement, là, tout saute, y compris les connexions, c'est précisément pour éviter les situations de burn-out que les individus cherchent à se déconnecter partiellement et volontairement, c'est-à-dire de prendre une distance réflexive sur cette interpellation. Et donc on a suivi des cadres supérieurs, des universitaires, des adolescents, des voyageurs, des gens par exemple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où on peut penser que les gens qui font le Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pour prendre de la distance, pour réfléchir sur le sens de leur vie, donc être en silence, retrouver quelque chose de l'ordre de l'existentiel et du fondamental. Et on a été surpris de voir combien la déconnexion chez ces gens-là qui faisaient déjà la démarche de se déconnecter de leur quotidien était compliquée. Parce que ça signifie justement ne plus avoir des nouvelles de leur famille, de leurs amis, etc. Et donc c'est vraiment compliqué. Le constat est clair. Un nombre grandissant de nos relations au monde et aux autres passe par le portable. On n'est pas addict au portable, on veut tout simplement vivre ces relations qui sont médiatisées par le portable. On pourrait penser que c'est quelque chose qu'on entend vraiment, c'est une espèce de rengaine, que les ados sont beaucoup plus connectés que les adultes, qui sont constamment dans le médiatique, en particulier qui sont capables de faire leurs devoirs en regardant, en étant sur Facebook et en répondant à un appel, etc. Tout ça mélangé. Et lorsqu'on travaille réellement avec ces mêmes adolescents, on s'aperçoit que tout est beaucoup plus compliqué. Et que d'abord, ils ont toujours vécu avec ces outils, et pour eux, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, ils vont les utiliser comme on utilise, je ne sais pas quoi, un vélo ou autre chose. Et là, on a été surpris du fait que, contrairement à ce qui est dit, les adolescents savent se déconnecter pour 1 heure, 2 heures, savent en particulier trier les connexions, c'est-à-dire les appels téléphoniques out, mais les SMS oui, ou alors les SMS non, Facebook oui, etc. C'est-à-dire ils jouent sur plusieurs tableaux et ils sont capables donc de ne pas tout vivre en même temps. Et puis une étude qui a lieu actuellement, sur laquelle nous travaillons, et qui est liée à la géolocalisation. Géolocalisation, donc le fait de savoir où vous vous trouvez à distance. Et je crois qu'on rentre dans ce monde
De la même façon que désormais, la normalité est de rester constamment connecté, on va dire les choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait de ne pas répondre immédiatement à son téléphone portable relève de la justification. Vous devez vous justifier. Ah non, j'étais en réunion, j'étais, je sais pas quoi, sous un tunnel ou n'importe quoi, j'ai pas pu répondre. Et à partir du moment où vous devez vous justifier, ça veut dire que la normalité est la connexion permanente. Eh bien, je crois qu'on va se diriger à peu près sur le même type de réflexion sur la géolocalisation, en ce sens que la normalité, ça sera d'être géolocalisé à peu près constamment. Et sur les adolescents, donc, eh bien, les études montrent qu'ils font preuve de beaucoup d'imagination, puisqu'il y a quand même des parents qui suivent leur adolescent à distance pour se rassurer, tout simplement. Vous savez, ces outils, ce sont des outils qui marchent beaucoup à la sécurité. Ça sert à nous rassurer affectivement, mais aussi au niveau d'une agression, etc. Ça sert à nous rassurer. Et les parents, il y a certains parents qui sont rassurés de pouvoir géolocaliser leurs enfants ou leurs adolescents. Mais les adolescents n'ont pas toujours envie de savoir que leurs parents sachent où ils sont. Et ils font preuve d'une grande ingéniosité, à savoir ils échangent les cartes SIM ou les téléphones portables de quelqu'un qui reste au lycée pendant qu'ils vont boire un coup avec leurs copains au bar du coin, etc. Donc voilà, il y a ces appareils qui sont de plus en plus précis, qui sont capables de vous suivre à la trace, et parallèlement apparaissent des tactiques, des petites tactiques visant à échapper au filet. Et force est de reconnaître que depuis 15 ans, il y a des progrès vraiment inimaginables autour de ces technologies. Et le progrès technologique va plus vite que la juridiction, va plus vite que la réflexion sociologique, va plus vite que la réflexion éthique, va plus vite que la mise en place de garde-fous. Par exemple, on voit bien que dans les entreprises, ces outils ont été employés et se sont traduits finalement par des effets assez pervers où les frontières entre temps de travail et temps personnel sont devenues de plus en plus perméables, où on a travaillé avec des cadres. Vraiment, la première chose qu'ils font le matin, c'est regarder leurs emails. Et la dernière chose qu'ils font le soir, c'est pareil. Et ils se disent à eux-mêmes, mais c'est pas normal. Alors ils essaient de prendre une décision, mais s'ils sont les seuls à prendre la décision dans leur entreprise, ils vont en souffrir, ils vont être désignés. Donc ce à quoi on assiste actuellement, par exemple dans les entreprises, alors c'est pas par altruisme du tout, c'est plutôt, on s'est aperçu que le fait de rester constamment connecté et d'être interpellé faisait qu'il y avait des cadres qui devenaient moins efficaces, tout simplement. Ils se dispersaient. Ou par exemple une énorme confusion entre ce qui est urgent et important. Ce qui est urgent n'est pas obligatoirement important. Ça a l'air idiot de dire ça, mais c'est le quotidien de dizaines de milliers de personnes qui confondent les deux. Et là, il y a une réflexion dans certaines entreprises pour pouvoir faire cette distinction et donc d'instaurer de façon collégiale des moments de déconnexion. Par exemple, tous les lundis matins, je ne sais pas quoi, de 10h à 12h, dans certains services, les gens se déconnectent et puis font vraiment leur boulot. Ou alors on dit qu'à partir de 8h du soir, eh bien, il n'y a plus aucune information liée à l'entreprise qui circule, ce genre de choses. Donc oui, on est dans un moment où il y a une prise de conscience des effets pervers d'une connexion généralisée, et ça se traduit par un droit à la déconnexion dans les entreprises, ça se traduit par une réflexivité chez nos contemporains de plus en plus forte sur ce genre de choses. Je parlais du voyage tout à l'heure. Est-ce que je me déconnecte un peu, beaucoup, pendant le voyage? Est-ce que je prends que pour l'assurance? Mais d'un autre côté, on voit bien que ça pose des questions inédites chez l'individu qui devient de plus en plus réflexif et donc est en situation de choix. Et là, ça renvoie curieusement à des problèmes éthiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles en la matière. Chacun doit se débrouiller avec ses propres convictions, ses propres impératifs. Et j'espère que ce genre de questionnement va devenir la norme, c'est-à-dire qu'on va en discuter socialement. Ça va devenir un sujet social.